clientèle de TPE, PME, voire de particuliers, et également d'être sur de grands groupes. Aujourd'hui, nous avons une offre à la fois de plan d'épargne salariale et une offre de PER individuel avec une caractéristique assez unique à ce jour sur le marché, c'est que la seule association indépendante qui s'appelle PERF propose un produit, le PER-RS, avec un choix de 2 assureurs. Donc soit le PER-RS par l'assureur Swiss Life, soit le PER-RS par l'assureur Spirica. Nos encours croissent. L'AFG nous classe parmi les 10 premières sociétés en France pour l'épargne salariale, devant par exemple une structure que vous connaissez qui s'appelle Groupama. Également, l'AFG nous classe parmi les 10 premières sociétés de gestion, tout court, en France, avec aussi cette caractéristique, c'est que nos encours sont exclusivement constitués d'avoir en épargne salariale et en épargne retraite. Alors rentrons dans le vif du sujet. 2 ans de PER, quels peuvent être les premiers enseignements ? Je serais tenté de dire que le PER ou le PER, les acronymes, on les prononce un peu comme on veut. Et la place, il est vrai, Marie, vous aviez entièrement raison, ne s'est absolument pas mis sur le là, n'a pas trouvé encore le bon diapason pour avoir des acronymes qui soient communs à toutes et à tous. Le PER, c'est un produit long, retraite, 2 ans, c'est encore un bébé. Il y a encore des procédures qui se mettent en place, il y a encore des réflexes en termes d'utilisation de solutions retraite qui datent d'avant PER, je pense notamment à la Madelin ou au PERP, qui perdurent et que le PER remet en cause. Et il y a de fantastiques opportunités de conseils pour vous, pour vos clients qui sont éligibles à ces solutions, et on verra quelles sont les caractéristiques et quelles peuvent être les astuces qu'RS a envie de partager avec vous lors de ce sommet BFM Patrimoine sur ce PER. Alors rapidement, l'objectif du gouvernement, quand la loi Pacte a été rédigée puis votée, c'était fin 2022, on voudrait 3 millions de PER. Et là, ce sera un succès. Fin juin, il y en avait 2,8 millions. Le produit PER a trouvé sa place dans le marché des dispositifs d'épargne financière. C'est incontestable. Et épargne retraite. En plus, et épargne retraite, mais oui. Non, je me permets d'en rajouter. Épargne retraite. Donc on est non seulement dans une place dans l'épargne financière et complètement identifié comme étant un dispositif dédié à la préparation de la retraite et a priori, et on le partagera ensemble dans les minutes qui nous restent, particulièrement efficace pour atteindre cet objectif. En termes d'encours, eh bien, on n'est pas loin non plus, avec quasiment 18 mois d'avance par rapport à l'objectif que le gouvernement s'était fixé. C'est plutôt intéressant de voir que ce produit rencontre son marché un peu plus tôt que prévu. On note quand même que la place, les journalistes partagent des points d'amélioration sur le PER qui ont notamment trait à 2 critères, les frais. Quels sont exactement les frais qui vont être pris sur mon épargne gérée à l'intérieur de cet outil? Comment on communique vis-à-vis de l'épargnant sur ces frais? Et puis, le deuxième critère, c'est que l'épargnant se sent parfois perdu face à la largeur de l'offre financière et aux caractéristiques des supports financiers auxquels il peut avoir accès, et il ressent le besoin d'avoir une pédagogie, un accompagnement sur ce choix de ces dispositifs d'épargne qui lui sont accessibles à l'intérieur de son PER. Enfin, entre professionnels, on remarque qu'en termes de plafond de déductibilité, quand on examine les plafonds pour le TNS et pour, entre guillemets, le reste du monde, le plafond retraite individuelle, eh bien, on voit une grosse différence en termes de montant de plafond entre les calculs qui sont faits pour un TNS sur les plafonds issus de la Madelin retraite, les plafonds TNS 154, et puis les plafonds retraite individuelle, donc le 163X, ex-PERP. Quid de ces plafonds de déductibilité et notamment de l'évolution à la hausse du plafond 163X. On est dans une année électorale, on a le droit, à quelques semaines des fêtes de Noël, de faire une liste de vœux. Et cette tribune en est l'endroit idéal pour le partager ensemble. En termes d'épargne, donc là, toujours la même source, l'étude Fidelity de septembre 2021, Focus Banque de France. Bon, 46 milliards d'euros de placement sur 2020, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un quart qui ont été fléchés vers des produits de fonds propres, donc actions, obligations.
Les Français n'aiment pas les actions, n'aiment pas les produits cotés sur les marchés. Finalement, on se rend compte qu'au moins pour un quart de cette épargne-là, elle a été allouée sur ces produits de fonds propres, ce qui est quand même aussi une excellente nouvelle, surtout dans une optique d'épargne longue comme celle du PER. Autre caractéristique, et on va rentrer vraiment là sur la thématique de cette intervention, c'est que fin 2020, les chiffres de la Fédération française de l'assurance nous disent finalement, on a eu quand même 6,8 milliards de transferts. Ça veut dire que les transferts sur le PER, ça fonctionne et il s'en fait. Et il s'en fait beaucoup. Alors parfois de manière fluide, d'autres fois dans la douleur, il faut le reconnaître. Les pratiques de place ne sont absolument pas hétérogènes sur les transferts de PER. Le délai légal de 4 mois peut être plus long. Donc là aussi, la place a à réfléchir sur l'harmonisation de ces pratiques en termes de transfert de produits à destination du PER. Et puis n'oublions pas la version collectif du PER, on va le partager ensemble dans quelques secondes. Le PER n'est pas qu'un produit individuel. Le PER, c'est un produit retraite, certes, mais avec deux variantes, avec deux axes. Un produit strictement individuel et qui ne regarde entre guillemets que l'assuré ou l'épargnant, et un produit collectif mis en place au niveau d'une activité professionnelle et accessible aux bénéficiaires dans les conditions de droit fixées par le Code du travail, qui peuvent, dans cette activité professionnelle, accéder à ce PER. Donc, c'est le successeur, pour celles et ceux qui connaissent l'acronyme, du PERCO de 2004, et c'est effectivement un PER d'entreprise. Là, au niveau des acronymes, on en a le choix autant que de cèpes peuvent pousser après un jour de pluie dans le Médoc. Donc forcément, on est un peu dérouté par tous ces acronymes. Regardons néanmoins les conditions et les cibles pour le PER. Quel est globalement le marché cible de ce produit ? Très clairement, on a une première cible qui sont les mandataires sociaux et les salariés cadres ou les dirigeants assimilés cadres. Une seconde, c'est forcément les résidents fiscaux, puisque c'est eux qui vont pouvoir faire des versements déductibles. Donc là, on va trouver aussi un abus de langage dans le monde du PER, c'est cette notion de versement déductible. Déductible de quoi ? Déductible du revenu imposable, c'est le versement 163X. Déductible de mon revenu soumis à impôt professionnel, ça va être pour le TNS, une déduction 154 bis avec les deux plafonds Madelin retraite, MAD 10 jusqu'à impasse et MAD 15 pour ce qui est au-delà d'impasse. Donc voilà cette notion de déductibilité. Et n'oublions pas que lorsque les enfants sont rattachés au foyer fiscal, d'un déclarant 1, d'un déclarant 2 non séparés, il y a aussi une vraie stratégie PER pour les enfants rattachés au foyer fiscal des parents. Globalement, on constate que le PER est fait pour des particuliers ou des activités professionnelles qui sont rentables et qui ont une vraie capacité d'épargne ou de recyclage d'épargne. C'est pour ça que nous verrons que le PER est quasiment pour presque toutes et tous. Et on verra qu'il y a un ou deux critères qui drivera exactement le cœur de cible pour ce produit. Alors maintenant qu'on a vu, on a brossé l'état des lieux de 2 ans de PER, c'est quoi un PER ? À quoi ça ressemble ? Pour nous, d'abord, dans la stratégie PER, on a à la fois des produits individuels et collectifs. Pour nous, RS, le premier produit collectif qui peut être un amorçage de constitution d'épargne financière en vue de la retraite, c'est le fameux bon vieux plan d'épargne entreprise, bloqué 5 ans, auquel on peut avoir accès dans une entreprise ou non. Mais si on y a accès, c'est effectivement une enveloppe qui est tout à fait pertinente. On verra pourquoi dans quelques secondes. Et puis, on va avoir le PER avec ses deux déclinaisons, la déclinaison collective, la déclinaison individuelle. Et bien entendu, vous voyez que dans le PER ouvert à titre individuel, il y a 2 compartiments auxquels on n'a pas accès en termes de versement. Ce sont les compartiments 2 et 3, les compartiments qui sont propres au PER d'entreprise. Compartiments qui recueillent des flux, soit d'épargne salariale pour le compartiment numéro 2, soit de cotisations retraite obligatoires fléchées exclusivement vers des salariés ou des assimilés salariés pour le compartiment 3. Avec une sortie qui sera exclusivement rente viagère, on va le voir ensemble. Alors à l'entrée maintenant, de quoi parle-t-on ?
J'ai juste une question qui est une précision. Est-ce qu'on peut ouvrir plusieurs PER et plusieurs typologies ou est-ce qu'on peut détenir, pardon, pas ouvrir, puisqu'il y en a un qui est ouvert par l'entreprise et l'autre par vous, ou pas? Alors oui, Marie, on peut tout à fait avoir plusieurs PER. À la fin de la présentation, il y a à quoi sert aussi un PER et on verra qu'en fonction des stratégies que l'on souhaite avoir avec le PER et qui peuvent évoluer dans le temps, bien entendu, eh bien, on peut tout à fait détenir plusieurs PER individuels. Et maintenant, pour aller aussi sur votre question sur le côté collectif, sur le PER au sein d'une entreprise et d'une activité professionnelle, eh bien, effectivement, une entreprise peut tout à fait détenir plusieurs PER, mais uniquement dans sa version inter-entreprise. Lorsqu'il s'agit d'un PER dont le règlement est propre à une entreprise, elle ne peut détenir qu'un seul règlement de PER. En revanche, dans certains cas de figure, pour plein de raisons qu'on ne développera pas ici, on peut très bien avoir à l'intérieur de ce règlement de PER désigné plusieurs gestionnaires. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre, c'est pas fréquent, mais ça répond à certaines stratégies, notamment de partenariat par rapport à l'activité professionnelle de l'entreprise. Mais oui, pour répondre à votre question, c'est tout à fait possible. Alors, le cadre fiscal social à l'entrée. Bon, le cadre fiscal social du PE pour les sommes versées par l'entreprise, je pense à l'intéressement, la participation à l'abondement, c'est imbattable. Frottement social, pas de charge patronale dans les entreprises de moins de 50, si on fait un focus sur les petites structures. Après, au-delà, pour la participation et l'abondement, c'est seulement 20% de forfait social. Et pour l'intéressement, c'est 0% jusqu'à 250 salariés. Donc, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Pas d'impôt sur le revenu non plus, c'est exo, ça frotte avec aucun plafond, aucune niche pour tout ce qui est versé dans l'enveloppe plan d'épargne 5 ans. Pour ce qui est des versements individuels, la révolution du PER, c'est d'accueillir à l'intérieur d'un même compartiment, mais qui va être géré en 2 sous-compartiments, soit par l'assureur, soit par le teneur de compte. C'est à la fois des versements déductibles de l'IR ou de l'impôt professionnel pour le 154 bis et des versements non déductibles. Donc, on a un choix en tant qu'épargnant de réaliser son versement. Là, son versement du 25 novembre, je peux choisir celui-là, s'il est déductible, non déductible. Et s'il est déductible et que je suis TNS, à quel titre du Code général des impôts il va être déductible? 154 bis ou 163X? Et ça peut être réversible en plus. Donc on a une très grande souplesse qui a été apportée et voulue par le législateur sur ces versements dans ce dispositif PER. Compartiment numéro 2, on a vu comment ça se passait au niveau de abondement, intéressement, participation sur un PE. Compartiment numéro 2 d'un PER, c'est exactement la même chose. On rajoute un flux supplémentaire qui est éventuellement le transfert de temps. Lorsque je détiens du temps, que je suis salarié non mandataire social et que je veux monétiser ce temps à l'intérieur d'un plan d'épargne retraite, c'est tout à fait possible et je peux verser ce flux qui viendra à ce moment-là dans le compartiment numéro 2 du PER de mon employeur. Compartiment numéro 3, allez, osons de dire, c'est le parent pauvre de la réforme Pacte. Vous vous souvenez du 83, grosso modo, il n'y a pas grand-chose de changé, hormis un taux de forfait social qui a été abaissé de 20 à 16%, quelques évolutions sur la gamme de gestion financière, quelques spécificités en termes de fiscalité lors de la transmission en cas de décès, soit pendant la période d'épargne, soit pendant la période de décumulation sous forme de rente viagère. Mais on va dire que ça ressemble furieusement à 95% à un article 83 d'avant la loi Pacte. C'est vraiment le parent pauvre. Les modalités de sortie à terme, là aussi, est l'innovation de la loi Pacte et c'est ce qui a très probablement plébiscité son adhésion, son acceptation parmi les épargnants français. Enfin, arrive un produit retraite qui permet une sortie en capital et pas seulement à 20% comme feu le PERP, qu'on remercie d'ailleurs de son passage et de son existence. Mais là, on peut faire du 100% si on le souhaite. D'accord ? Et la loi Pacte précise bien que la décumulation, le retrait de l'épargne, se fait comme le souhaite l'épargnant. Si le contrat est moins favorable que la loi, ça c'est un problème d'offre commerciale, mais je peux faire des retraits partiels autant de fois que je veux, pendant la durée que je souhaite. Il n'y a que éventuellement le contrat auquel j'ai adhéré qui va être plus restrictif que le droit commun. Pour le compartiment numéro 1, donc c'est un choix libre entre soit je fais des retraits partiels en capital, soit alors, je vais demander une rente, mais là encore, je ne suis pas obligé de redemander ma rente là tout de suite dans les 6 mois où j'ai fait valoir mes droits à la retraite, où j'ai été admis au régime des retraités. Donc déjà, on a 2 termes légaux dans un PER, c'est soit l'âge légal de départ en retraite. Alors là, j'ai
très envie de préciser qu'à ce jour, Marie, il est de 62 ans. À ce jour, hein, je pense qu'on est d'accord tous les deux. Il pourrait augmenter, ou la liquidation d'un régime général de retraite par répartition. Et je pense à des clients qui sont des anciens militaires d'active, sous contrat, qui ont quitté l'armée à 42, 43, 45 ans. Ils liquident un régime général de retraite par répartition. Hein. C'est un cas de sortie du PER. Et donc, ça offre des stratégies qui peuvent être particulièrement pertinentes à ce moment-là, lorsqu'ils sont en phase de reconversion et que souvent, pendant presque une année, il se trouve que, curieusement, leurs revenus diminuent fortement. Mais on en reparlera, Marie, de ces revenus qui diminuent fortement quand on utilise un PER et qu'on peut décumuler. Sortie du compartiment numéro 2 collectif, là, c'est ultra classique. Hein. On a repris ce qui existait, pas de changement. On est sur une sortie en capital, ou, si on le souhaite, une sortie en rente. Mais quelle rente? On verra que c'est la rente, une des rentes les plus intéressantes qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Rente viagère. Hein. Oui, tout à fait, Marie. Rente viagère, oui, tout à fait, rente viagère. L'astuce qu'on voit, nous, RS, c'est dans la préparation d'une stratégie de revenus à la retraite avec la constitution d'une épargne financière. J'ai accès à un PE, eh bien, c'est l'antichambre de cette préparation d'épargne financière, parce que les conditions sociales et fiscales du retrait de l'épargne sur un plan à 5 ans sont particulièrement attractives. Et derrière, je vais pouvoir choisir de reverser en fonction de ma situation personnelle, soit en déductibilité, par exemple 163X, soit alors en non déductible pour pouvoir me constituer de l'épargne retraite à l'intérieur de mon PER, ce fameux cadre fiscal de la sortie en capital. Vous l'avez ici. Donc, lorsque le versement est déductible, c'est ce qui peut sembler contre-intuitivement desservir le PER. On se fait rattraper par la patrouille lorsque l'on va décumuler. Et effectivement, on a eu un avantage fiscal à l'entrée pendant toutes les années d'épargne en situation d'activité, par exemple. Et puis, lorsque l'on va décumuler, on va avoir une fiscalisation au barème progressif de l'impôt sur le revenu du montant de versement historique retiré. La plus-value, elle, sera au prélèvement forfaitaire unique et sur option du bénéficiaire, de l'épargnant. Il pourra déclarer ça au barème progressif de l'impôt, mais seulement sur option. Versement volontaire non déductible, là, pas de déductibilité à l'entrée, circuler, il n'y a rien à voir, pas d'imposition à la sortie. On reste en revanche sur un prélèvement forfaitaire unique sur la plus-value à la sortie, mais notons qu'à 30%, il en reste quand même 70% de la plus-value pour l'assuré. On s'en souviendra tout à l'heure. Et puis enfin, le compartiment collectif, c'est facile, il n'y a rien. Il n'y a même rien à déclarer parce que le fisc est parfaitement au courant lors du versement de ce qui a été versé dans le compartiment numéro 2 du plan d'épargne retraite collectif d'entreprise auquel vous avez droit. Et sur la plus-value, vous allez avoir les prélèvements sociaux à ce jour à 17,2%. Rien d'autre. Et ce sera précompté par le teneur de compte de votre épargne salariale retraite, reversé en votre nom aux URSSAF dont il dépend. Donc vous n'avez rien à faire, juste à recevoir un versement net d'hier, net de prélèvements sociaux, et à profiter de votre épargne en fonction de vos projets de vie à ce moment-là. Regardons sur le compartiment 1, quand on sort aujourd'hui, les interfaces avec Topaz, le site qui met à disposition normalement les taux de prélèvement à la source personnalisés des épargnants, les ponts avec les sociétés d'assurance ou les teneurs de compte sont loin d'être efficaces. Donc très souvent, le prélèvement à la source qui est appliqué, c'est le taux neutre. Donc ça, en termes de trésorerie, quand on retire aujourd'hui du PER 2 ans après son existence, c'est un élément à intégrer dans ces plans de trésorerie et je dirais, porter à la connaissance de l'épargnant lorsque l'on est son conseiller. Sortie en rente, le plan d'épargne à 5 ans, c'est vite vu, il n'y en a pas, c'est pas possible, c'est pas prévu par les textes. Compartiment numéro 1, là aussi on a une innovation avec le PER, c'est que le législateur, pour tout ce qui est versement déductible, a choisi en fait une rente hybride. Hybride dans quel sens? C'est que le capital va relever du régime fiscal des rentes viagères acquises à titre gratuit, donc soumis à IR, après un éventuel abattement pour rentes et pensions perçues, mais qui souvent est consommé par les rentes du régime général ou du régime complémentaire. La plus-value, elle, en revanche, son assiette de calcul est particulièrement intéressante puisqu'on va suivre le régime des rentes viagères à titre onéreux.
Et là, on a un intérêt, puisque si la rente, je la demande entre 60 ans et 69 ans, je vais donc avoir un abattement de 60%. Et je serai fiscalisé à 40%, à un taux de PSS qui est à ce jour de 17,2. Sauf que 40% par 17,2, bah, ça fait de mémoire 6,88 et ça reste quand même particulièrement avantageux comme taux de prélèvement sociaux sur cette plus-value, sur cette rente, pardon. Pour ce qui est d'au-delà de 70 ans, eh bien là, on sera sur 30% multiplié toujours par 17,2, ce qui doit faire 5,16. Là, c'est carrément imbattable. Hein. Je rappelle que sur la Madeleine ou le PERP, la rente, c'est à 9,1. Hein, et 9,1 du début à la fin. Hein. D'accord. Alors, même avec un taux technique à 2%, bon, bah, 5,16 par rapport à 9,1, si on choisit de prendre la rente après 70 ans et de faire des décumulations en retrait partiel capital de 60 et quelques années jusqu'à 69 ans, bah, ça fait quand même encore un écart qui est en faveur de l'épargnant et de la solution PER. Le PER sont aussi des cas de déblocage anticipé et un cas de déblocage anticipé qui est particulièrement intéressant, c'est l'acquisition de la résidence principale. Alors, on voit immédiatement que ce cas-là ne peut être activé que sur le compartiment 1 ou le compartiment 2 du PER. Vous l'oubliez pour le compartiment 3. Comme avant feu le 83, le compartiment 3, on ne peut pas récupérer son épargne retraite en cas, effectivement, c'est de la retraite, Marie, en cas d'acquisition de résidence principale. Petite subtilité quand même qu'il faut garder présente en tête, hein, c'est que si je débloque pour l'acquisition de ma résidence principale de l'épargne constituée par des versements déductibles dans le compartiment 1, ce n'est pas forcément un bon calcul, hein, surtout au niveau des taux d'intérêt aujourd'hui pour les prêts immo. Pourquoi? Parce que ce sera imposable. Donc nous, notre conseil chez RS, l'astuce, c'est plutôt de cibler le compartiment numéro 2 du PER, le PER collectif, et bien entendu le PE si on y a accès. Il n'y a que certains cas ultra spécifiques qu'on rencontre très peu fréquemment, où je vais avoir effectivement une baisse de revenus et de ma TMI l'année où je vais acquérir ma résidence principale. Donc convenez que le cas ne va pas se voir tous les jours. Hein. Et là, j'ai un intérêt éventuellement à débloquer de l'épargne versée en versement déductible de mon compartiment numéro 1 de mon PER. Alors, regardons maintenant en termes de transfert ce qui se passe. Déjà un postulat, le législateur pose le principe de transférabilité des PER. Donc à la fois la transférabilité des anciens produits de génération antérieure au PER vers le PER, et puis de PER à PER. Ce qui est particulièrement intéressant, puisque, rappelons-le, ce principe de transférabilité, à l'époque, quand on pouvait le faire entre, par exemple, l'article 83, c'était juste laissé à la discrétion de l'assureur de pouvoir transférer un 83 d'un assureur vers un autre. Là, aujourd'hui, la transférabilité, elle est de droit. On va avoir des transferts qui vont s'effectuer dans le respect strict de cette logique de compartiment de PER. Donc, tout ce qui est versement individuel, ça viendra dans le compartiment numéro 1. Tout ce qui est versement collectif issu d'une entreprise, ça viendra dans le compartiment numéro 2. Et tout ce qui est cotisation de retraite obligatoire versée par une entreprise à ses salariés, eh bien, vous le savez, ça viendra dans le compartiment numéro 3. On va parler d'un abus de langage également, qui est le transfert d'assurance vie. Effectivement, jusqu'à l'année prochaine, donc 31/12/2022, dans certaines conditions qui sont rappelées sur la diapositive, il est possible de prendre son assurance vie, de verser sur son PER et de bénéficier d'un doublement des abattements de plus-value. Alors, comment ça se passe? Donc déjà, c'est un abus de langage de parler de transfert d'assurance vie parce qu'en réalité, c'est un rachat suivi dans la même année civile. Donc aujourd'hui, 25 novembre 2021, soit pour l'année civile 2021, soit pour l'année civile 2022, d'un réemploi pour le versement du montant identique du rachat, si on veut optimiser le doublement des abattements, dans un PER et évidemment en déductible 163X. Alors, on vous a pris un petit cas, une hypothèse.
Donc là, on joue effectivement le doublement des abattements pour plus-value, donc 9 200 € pour un couple multiplié par 2, hein, on est à 18 400. On fait le calcul comme le font les assureurs pour voir sur les 150 000 € quel est le montant de retrait qu'il faut faire exactement. Donc il est calculé à 55 757 €. Le scénario, quel est-il? Je retire de mon contrat d'assurance vie 55 757 €. Je vais bien déclarer sur ma déclaration de revenus, dans les cases qui vont bien, qui sont rappelées ici, l'opération que j'ai réalisée. Et je réemploie ce montant sur un versement déductible 163X sur mon PER, dans la limite, bien entendu, de mon plafond retraite individuel, hein, donc le plafond retraite individuel 2021, avec éventuellement le reliquat des 3 années précédentes, hein, dans l'ordre décroissant que vous connaissez. Et rappelons que dans ce cas-là, il peut être pertinent de regarder s'il convient de mutualiser les plafonds entre le déclarant 1 et le déclarant 2. Donc voilà le cas du, ouvrez les guillemets, transfert d'assurance vie, fermez les guillemets. Alors maintenant, on va regarder vraiment ce qui se passe lorsque l'on est sur des transferts entre PER. Eh bien, en fonction du parcours de vie du détenteur d'un PER individuel et ou d'un PER collectif, il faut savoir qu'il est possible de faire des transferts toujours dans la fameuse logique de ces compartiments, du 1 vers le 1, du 2 vers le 2 ou du 3 vers le 3. Bref, en vertical. Oubliez les transferts horizontaux, le législateur ne les permet pas. Petit aparté, lorsque j'ai de l'épargne sur un plan d'épargne retraite collectif, et que pour des raisons X, Y, Z, souvent peut-être liées à la transmission en cas de décès, accidentel ou non, je souhaite transférer, alors que je suis toujours salarié de l'entreprise dans laquelle j'ai de l'épargne sur le plan d'épargne retraite d'entreprise. Je veux le transférer vers mon plan d'épargne retraite perso, individuel, c'est possible, la loi l'a prévu, mais une fois tous les 3 ans. Donc une fois tous les 3 ans, je peux vidanger, entre guillemets, mon plan d'épargne, c'est le silo exactement, ou la cuve. Je peux vidanger mon épargne collective sur le plan d'épargne retraite d'entreprise vers mon plan d'épargne retraite individuel et je redémarre 3 ans plus tard, je peux faire exactement la même opération. Et reste que proposons-nous à nos partenaires distributeurs? Nous leur proposons justement d'appréhender finement les éléments qui vont pouvoir permettre à votre client, au particulier, de valider ou non le transfert de son produit retraite vers un PER. N'oublions pas que instruire un transfert, une fois que le principe en a été validé, c'est véritablement une affaire tripartite entre le conseiller, le client et nous, compte tenu, je le rappelais tout à l'heure il y a quelques minutes, des pratiques hétérogènes de place, notamment sur ce qui est des transferts, des délais, des pièces qui sont réclamées 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et nous rappelons ici, compte tenu de notre expérience chez nous RS sur les transferts, eh bien que l'assureur perdant, il ne connaît qu'une seule personne, dans ce cas-là, c'est son client. Et donc les informations qui lui sont demandées doivent être impérativement remontées par le client à l'assureur chez qui il a le produit qu'il souhaite transférer. Un transfert, la première chose qu'on va regarder, c'est les critères objectifs. C'est effectivement sur l'ancien contrat, qu'est-ce que l'on a, comment il est fichu cet ancien contrat. Et du coup, derrière, sur le nouveau contrat, qu'est-ce qu'on va perdre? Parce qu'il y a, dans beaucoup de cas de figure, j'ai des anciens contrats qui ont une table de mortalité qui est TGH 0,5 alors que je suis aujourd'hui sur TGF 0,5 ou une table de mortalité plus ancienne, un taux technique à 1% alors qu'on est à 0% sur le PER. Donc bref, tout ça, ça semble pas ultra favorable au PER et dans la loi Pacte, j'ai une véritable obligation de conseil vis-à-vis de mon client sur toute la durée de vie du produit, du transfert, de l'adhésion, de la constitution des
l'épargne jusqu'à la décumulation, voire la préparation de la transmission. Donc là, la loi Pacte a bien mentionné ceci. Et pour nous, RS, transférer, finalement, c'est quelque part faire un choix et donc renoncer à des garanties au profit d'autres garanties. Et c'est là qu'on voit, malgré les critères que l'on peut communiquer avec vous ce début d'après-midi, le caractère extrêmement individuel du choix de transférer ou non. Et on va retrouver classiquement les items qui ont trait à la structure de revenus à la retraite. Est-ce que mon produit actuel, ça va être ma principale source de revenus à la retraite? Oui, non. Est-ce que le risque viager, c'est prégnant pour moi? Oui, non. Est-ce que protéger mon conjoint ou mon compact, c'est fondamental pour moi? Oui, non. Est-ce que transmettre à des bénéficiaires qui seraient ni le conjoint ni le copax, c'est fondamental pour moi? Oui, non. Et que me propose mon produit aujourd'hui? Puisque très souvent, les produits de génération antérieure à Pacte, eh bien, on est sur une sortie en rente viagère. Donc, hormis la mécanique des annuités garanties, où effectivement, on peut sécuriser à la fois et le risque viager et la transmission d'un capital en cas de décès pendant la période des annuités garanties. Mais au-delà, on retombe vraiment sur un risque viager pur. Et là, le PER peut proposer des choses différentes. Alors, nous souhaitons partager avec vous une étude réelle qui a été faite sur ces paramètres-là. Et en fait, on va aller s'attacher quasiment à la conclusion de l'étude et quels sont les éléments que l'on va intégrer pour que l'assuré puisse faire son choix. La Madelin, donc on est dans une logique d'annuité garantie. En net, il perçoit 2 816 € compte tenu du capital qu'il a aujourd'hui sur son contrat Madelin. Donc la période de garantie, compte tenu de son âge de départ en retraite, c'est 23 ans. Et derrière, eh bien, les normes atouts du PER, quand on va utiliser entre guillemets en équivalent montant net d'annuité garantie et de rente viagère des retraits partiels en capital, du même montant que cette fameuse rente nette perçue de 2 816 €, c'est qu'on peut jouer une revalorisation du capital meilleure que le taux technique proposé par l'assureur en phase de restitution de l'épargne en rente viagère. Et donc là, on a pris 3 options. Donc l'option ultra pessimiste, pendant toute la durée de décumulation sur le PER, on perd 1% net par an. Donc là, on voit qu'on arrive à peine à la période des annuités garanties, 22 ans contre 23. Autre hypothèse, là, on va être sur plus 1,5 net pendant toute la durée de décumulation en retrait partiel de 2 816 € net. Là, on voit qu'on tient 31 ans, c'est-à-dire qu'on tient les 23 ans des annuités garanties, plus 8 ans de risque viager. D'accord ? Et puis, on va sur une hypothèse haute dans nos simulations qui est de 3% net par an. Je rappelle, au 31/12/2021, source le bloc du patrimoine, CAC 40, dividende net réinvesti sur 34 ans plus 7,76. D'accord ? Au 31/12/2020. Je pense que c'est encore mieux. Ce sera encore mieux au 31/12/2021. Croisons les doigts. Là, avec 3%, donc qui ne nous semble pas être non plus une hypothèse totalement farfelue, on est à 46 ans d'équivalent 2 816 €. 46 ans, quand on a 62 ans, ça nous emmène à 108 ans. Eh bien, elle est là. L'enjeu du transfert sur un PER, il est là. Est-ce que effectivement le client, en se projetant, il accepte d'avoir finalement une garantie de revenus équivalent par rapport à ses annuités garanties sur son produit actuel qu'il souhaite transférer, qui peut l'emmener entre 80 et 100, 105 ans, et qu'il souhaite en plus avoir la possibilité de protéger son conjoint, son copax, qu'il souhaite aussi ne pas avoir l'obligation de réaliser des versements tous les mois sur son dispositif, parce que les dernières périodes liées au contexte sanitaire ont fait qu'il a pu avoir des périodes de fermeture administrative sans aucun chiffre d'affaires, sans aucune rentrée d'argent, et en face des charges dont la cotisation Madelin Retraite a continué de payer. Donc c'est tous ces éléments-là, tous ces critères de choix qu'il va falloir évoquer avec votre client, et en fonction de sa sensibilité, effectivement, il va valider ou non, et on insiste nous chez RS sur le ou non auprès de nos partenaires en formation, le transfert de son produit retraite vers un PER.
Donc là, on est plutôt dans l'optique effectivement d'un transfert d'un produit de génération antérieure à PER vers le PER. Quand c'est PER-PER, vous avez beaucoup de ces critères qui sont identiques, donc forcément, ceux-là, leur examen va être ultra rapide. Et finalement, qu'est-ce qu'on va rechercher lorsqu'on va dans la logique PER? On va rechercher l'effet de levier fiscal. Donc là, chez RS, on fait ce calcul qu'on présente dans toutes nos formations, également sur le blog, sur notre site. Rendement net de 2%, durée de 10 ans d'épargne. On regarde la TMI à l'entrée, la TMI à la sortie, et on regarde un peu ce qui se passe. Et l'avantage TMR et la cible, effectivement, pour un PER, c'est bien entendu lorsqu'on réalise des versements déductibles du revenu fiscal, donc des versements 163X, c'est tous les résidents fiscaux qui ont des revenus assujettis dans la tranche à 30% ou au-delà de 30%. Et on voit que l'effet levier fiscal que propose le PER est particulièrement pertinent, même sur 10 ans, avec une hypothèse de rendement net modeste qui est de 2%. Et pourquoi faire un PER? Alors, ce qui est évident, c'est, oui, la retraite, c'est fait pour la retraite. Bah oui, bien sûr, c'est fait pour la retraite. Mais est-ce que ça pourrait être utile pour faire autre chose? Nous, on a déjà vu une première utilisation, c'est qu'avec TEPA 2007, le législateur, quand il a créé la loi Pacte, il a voulu super protéger, et gratuitement, sans souscrire à une option complémentaire sur son contrat, payante. Donc, il a voulu protéger gratuitement le conjoint ou le copax survivant. Pas d'impôt sur le revenu en cas de décès sur les capitaux transmis au conjoint copax survivant. Pas mal, non? J'ai épargné une TMI à 30, à 41, à 45. Je décède, je transmets à 0 d'hier. Quand même pas mal. Et au niveau des prélèvements sociaux, même régime, 0. Pas de prélèvements sociaux en cas de transmission au conjoint copax, TEPA 2007. Donc on a vraiment quelque chose de très efficace. Et notons que si le décès du conjoint a lieu avant le terme légal du PER, eh bien le conjoint survivant, lui, peut aussi débloquer de manière anticipée son épargne PER sur le motif décès du conjoint copax. Alors, il aura toujours l'exonération d'impôt sur le revenu. En revanche, là, les prélèvements sociaux, il n'y coupera pas. Il aura les 17,2. Mais on est quand même sur un régime croisé, de protection croisée, hyper favorable avec ce PER. Optimiser les stratégies de transmission. Un PER, au final, si on voulait le caricaturer, c'est quoi? C'est un contrat d'assurance vie avec des options liées à la retraite un peu spécifiques. Donc, du coup, il a une clause bénéficiaire. On peut la démembrer. Et on peut très bien ainsi créer un déficit successoral qui va permettre de transmettre dans des conditions peut-être un peu plus favorables une résidence secondaire à laquelle la fratrie tient et compte tenu de l'emplacement où elle est, par exemple sur le littoral atlantique, à tout hasard, elle a pris pas mal de valeur ces 15 dernières années et on va diminuer l'assiette en créant ce déficit successoral. J'ai un patrimoine immobilier, j'ai mis du temps à le constituer, il y a des jolies pépites. Je décède accidentellement avec mon conjoint, j'ai pris soin quand même d'avoir un PER qui va plutôt être fléché pour les bénéficiaires enfants et qui va me permettre de les aider à payer une partie des droits de mutation à titre gratuit, voire la totalité, tout simplement pour éviter de vendre précipitamment les plus beaux éléments du patrimoine immobilier que j'aurais mis des années à constituer. Et moi, dans mes volontés, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne souhaite pas qu'ils fassent. Je souhaite qu'ils aient plutôt une marge de manœuvre et le choix. Donc, dans certaines stratégies, un PER peut être utilisé pour provisionner des droits de mutation à titre gratuit. Là encore, on sera plutôt sur des ménages qui vont être à des TMI de 30 minimum, 41, voire 45. Préparer la transmission intergénérationnelle, alors c'est notre clin d'œil à nous RS, on aime bien ce cas d'utilisation du PER, surtout à cette saison, on est à un mois de Noël, c'est dans un mois. Et donc nous, on croit au Père Noël. Et qu'est-ce que le Père Noël pour nous? C'est tout simplement des grands-parents qui aiment leurs petits-enfants et qui ont envie de leur faire un présent d'usage, une donation en bonne et due forme,
deux sommes d'argent, mais que leur petit enfant ne va pas utiliser l'été prochain pour améliorer son niveau d'espagnol en allant 3 semaines à Ibiza, dès lors qu'il sera majeur ou qu'il aura plus de 25 ans. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent dédier cette épargne à l'acquisition d'une résidence principale. On n'a pas envie de commencer à doter un enfant de 5-6 ans d'un plan d'épargne retraite pour préparer sa retraite, hein, on est bien d'accord. Et donc, à côté d'autres dispositifs d'épargne qui sont disponibles, eh bien là, les grands-parents vont effectuer un versement qui, in fine, va aller sur le PER de l'enfant mineur attaché au foyer fiscal des parents ou majeur, hein, moins de 25 ans, toujours avec des parents non séparés, parce que là, c'est un peu la panique pour justement l'avantage fiscal. Les parents n'ont rien déboursé. Les enfants ont l'épargne versée par les grands-parents et c'est bien les parents qui bénéficient de la réduction fiscale dans la mesure de leur revenu à la TMI à 30, à 41 ou 45. Et on a bien 3 générations ainsi qui bénéficient de l'effet PER. Enfin, dernier point, vous le voyez, et ce sera quasiment notre conclusion avant vos questions. On a besoin d'être accompagné dans l'utilisation d'un PER. Dès lors que l'on veut mixer plusieurs caractéristiques du PER, il est particulièrement pertinent d'être accompagné et il y a une vraie mission de conseil individuel. Nous y croyons. Vous pouvez nous retrouver après cette présentation sur le stand de 3 pour poursuivre les différents éléments que nous avons partagés. Et je vous rends le micro, Marie, s'il y a des questions. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Eric. Écoutez, merci pour votre présentation très claire et plus que complète, on va dire. On va prendre juste une question parce que malheureusement, il y a un autre débat derrière et là, on est vraiment en limite. Mais en revanche, comme vous l'a dit Eric, n'hésitez pas à venir le solliciter à la fin du débat là ou alors à aller sur le stand puisqu'il ne sera pas seul. Il y aura d'autres confrères qui pourront répondre. Alors, une question très rapide, une seule, peut-être, dans la salle. Il faut un casque, madame, c'est pour ça en fait. Oui, monsieur. Allez-y, je vais répéter votre question. Quel est le régime, la fiscalité quand un non-résident dénoue un PER? Est-ce que c'est un revenu comme un autre? Alors donc, on est dans le cas de figure où j'ai été résident fiscal français, j'ai utilisé un PER et voilà, je suis retraité et je trouve que la retraite au Maroc ou au Portugal, c'est génial. C'est ça, hein? Convention fiscale entre le pays dans lequel on est, la France. Donc, ça dépend de la convention fiscale, mais c'est un revenu comme un autre, effectivement. Et donc là, je vous avouerai que RS, là, nous, on est juste à notre point d'incompétence. Et effectivement, c'est notre partenaire qui suit le client qui, normalement, va maîtriser le régime fiscal entre le pays où il est et la France. Voilà, merci. Et je précise, ce n'est pas un revenu comme un autre, c'est un revenu du patrimoine. Donc en fait, vous avez une convention fiscale sur les revenus du travail, une autre sur les revenus du patrimoine, une autre sur les revenus donation, succession, et ça dépend complètement des pays. Donc oui, ce sont revenus du patrimoine, et pas revenus immobiliers, parce que dans certaines conventions, en plus, ils font le distinguo entre l'immobilier et le financier. Donc ça dépend complètement de la convention, absolument. Merci Marie. Je vous en prie. Non, là, il est 48, donc je vais me faire gronder si jamais Eric ne part pas tout de suite. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Merci à lui d'être venu. Je vous demande juste de partir en laissant vos petits boîtiers noirs, s'il vous plaît, sur les sièges. Et partez avec les casques. Merci.